Jason Ergo est le podcast des étudiants en ergothérapie à l'Université de Montréal. Nous allons discuter avec des cliniciens, des chercheurs, des étudiants et des patients pour découvrir comment l'ergothérapie peut faire une différence dans la vie des gens. Merci. Bienvenue à ce nouvel épisode de Jason Ergo. Aujourd'hui, on va parler de pédiatrie en compagnie de 2 ergothérapeutes et de ma collègue Juliette qui va animer avec moi. Alors, on est avec Natacha Rouleau et Naomi Bachand. Donc, Natacha travaille en clinique privée. Elle est aussi impliquée à l'Université de Montréal. Et Naomi travaille comme travailleuse autonome, je pense surtout dans les milieux scolaires, si je me trompe pas. Milieu de garde pour le moment. Les milieux de garde, fait que là, on parle de garderie surtout. Exactement. Fait que je vais vous laisser vous présenter puis nous dire peut-être un petit peu les clientèles avec lesquelles vous avez travaillé dans les dernières années. Vas-y, Natacha. Alors, bonjour Marie. Quand j'ai commencé à pratiquer, j'ai travaillé en centre de réadaptation en déficience intellectuelle avec ce qu'on appelait la stimulation précoce à l'époque, avec entre autres beaucoup les bébés trisomiques, puis les familles, puis en collaboration beaucoup avec les éducateurs spécialisés et beaucoup à domicile. J'avais aussi une salle d'intervention, mais beaucoup à domicile. Ensuite, mais moi, mon rêve était de travailler en milieu scolaire, après l'avoir découvert dans un internat, dans un stage que j'avais fait à Sainte-Justine, mais que j'étais dans une école affiliée pour les enfants en troubles de langage, puis j'avais vraiment adoré ça. Quand j'ai changé pour travailler dans une école spécialisée pour les enfants en troubles graves d'apprentissage, et à cette époque-là, on appelait ça des enfants maladroits et des enfants qui ont des diagnostics d'autisme ou à l'époque, on appelait des troubles de développement atypiques, ce qui est devenu, avec le temps, là, qui est entré dans l'autisme là, avec le temps. Fait que j'ai fait ça 5-6 ans. Puis, j'aimais beaucoup ça. Le goût de faire autre chose ou de travailler de plus proche dans la communauté a fait que finalement, avec des amis, on a décidé de partir une pratique privée. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Peut-être qu'il y avait 1 ou 2 autres personnes qui faisaient de la pratique privée en pédiatrie. Fait qu'on a été beaucoup formés aux États-Unis. Aux États-Unis, les cliniques privées, c'est ça la norme. Là. Il y a plein de cliniques privées. Fait qu'on est beaucoup allé à l'extérieur pour voir comment ils faisaient, qu'est-ce qui se passait, puis tout ça. Puis j'ai travaillé, moi, beaucoup en collaboration avec des associations de parents au départ. Puis, de fil en aiguille, on a parti la clinique. Et puis, maintenant, ça fait 25 ans, 20 ans que je travaille en clinique privée dans une clinique qui s'appelle l'ergothérapie de la maison à l'école. Et je suis partie du public beaucoup parce que j'avais envie de travailler avec les clientèles qui n'avaient pas beaucoup de services. Donc, des enfants qui ont des retards moteurs, des enfants qui ont des difficultés de modulation sensorielle, c'est-à-dire qui ont de la misère à traiter l'information comme toutes les dérange ou rien les dérange, au niveau de la lumière, des sons, du tactile, ce qui fait qu'ils se désorganisent au niveau du comportement. Ça, c'est une bonne partie de la clientèle avec laquelle je travaille. Donc, ils n'ont pas forcément de diagnostic. Ensuite, des enfants qui ont des bonnes maladresses motrices, avec ou sans diagnostic aussi, qui peut être là, un trouble de développement de la coordination, qui est une grande maladresse motrice, en fait, finalement. Mais parfois, ça n'atteint pas ce niveau-là nécessairement. Je travaille avec des enfants qui ont des déficits d'attention avec ou sans hyperactivité, qui ont souvent des désorganisations, de la difficulté à planifier, organiser leurs activités de tous les jours ou des maladresses motrices associées, puis avec des enfants qui ont de l'autisme. Alors ça, c'est pas mal ma population actuelle. Excellent. Naomi? Oui, j'ai un parcours un peu différent de Natacha. Moi, j'ai commencé ma pratique en pédiatrie pas longtemps après avoir gradué, fait que c'est sensiblement l'essentiel là, de ma pratique est en pédiatrie. J'ai débuté en centre de réadaptation physique pour débuter au département d'aide à la posture et positionnement où on s'occupait de l'ensemble des aides à la mobilité pour les enfants avec des déficiences physiques et de l'aide à la posture. Et
puis, à l'intérieur de ce même centre de réadaptation, après, j'ai pris un poste en déficience motrice. Alors, des enfants de 0 à 18 ans avec tous des diagnostics d'origine motrice, dont paralysie cérébrale, dans le temps, les maladies neuromusculaires. Maintenant, l'organisation des services est un peu différent, mais paralysie cérébrale, des ataxies, plexus brachial, tous des enfants avec des diagnostics puis des impacts significatifs là, au niveau de leur fonctionnement en lien avec leur déficit moteur. Fait que j'ai travaillé une dizaine d'années en centre de réadaptation physique. Et puis par la suite, j'ai fait le saut en milieu scolaire pour quelques années, environ 5 années, sur la rive-sud de Montréal, dans la foulée des réorganisations de services professionnels dans les écoles. Ils ont commencé à ouvrir des postes puis des mandats pour les ergothérapeutes, ce qui existait beaucoup moins avant, en tout cas dans l'offre de services publics. Et puis, j'ai été comme dans le centre de services scolaires où j'étais comme la première à arriver puis à débroussailler un peu les trucs. Alors, dans ce mandat-là, j'étais principalement dans les classes de préscolaire, donc maternelle, éventuellement maternelle 4 ans et 5 ans, et le premier cycle du primaire, donc première année, deuxième année, et aussi des petites consultations chez les élèves un peu plus grands, un peu plus vieux. Alors, en milieu scolaire, il y a moins de... C'est pas des diagnostics aussi flamboyants qu'en centre de réadaptation physique, donc beaucoup d'enfants avec pas ou peu de diagnostics. Troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité, on retrouve beaucoup ça en milieu scolaire avec les impacts sur le fonctionnement dans la classe et dans le milieu scolaire. Des enfants avec des difficultés au niveau de l'écriture, de l'organisation, d'autorégulation aussi, des émotions, des enfants avec des grandes manifestations comportementales qu'on essaie de comprendre, qu'on essaie d'aider pour pouvoir favoriser leur fonctionnement puis leur l'accomplissement là, de leur rôle d'élève. Fait que j'ai fait ça pendant plusieurs années. À un niveau de grande classe, alors des animations, des interventions vraiment plus de type universel en grande classe, de l'accompagnement de professeurs aussi. Puis un petit peu éventuellement des interventions un petit peu plus en sous-groupe et individuelles pour des enfants qui en avaient plus besoin. Beaucoup d'accompagnement de professeurs puis de formation aussi pour d'autres intervenants du milieu scolaire, d'autres professionnels, les directions d'école, les autres les professeurs, etc. Fait que ça, j'ai fait ça. Puis, par la suite, ce qui m'occupe mon temps maintenant, j'ai sorti du milieu scolaire pour une nouvelle aventure et je me suis lancée comme travailleur autonome et maintenant, pour la plupart de mon temps, est occupée dans des garderies, dont principalement des centres de la petite enfance, des CPE, pour un peu faire ce que je faisais en scolaire, mais à plus petite échelle avec des enfants beaucoup plus petits, 0-5 ans, pour qui on remarque des problématiques, soit dans le fonctionnement général à la garderie, dans la réalisation des routines, l'autonomie, l'habillage à l'alimentation, des retards au niveau d'apprentissage à la marche, de l'apprentissage des différentes actions de motricité fine. Puis beaucoup un peu de « je me questionne sur cet enfant-là, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui est peut-être un peu atypique dans son développement. Peux-tu venir voir qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que je préfère pour l'aider dans son développement? » Donc, beaucoup d'accompagnement, des intervenants, des éducatrices en milieu de garde, des directions, des milieux de garde aussi, en essayant de mettre en place un peu des pratiques aussi qui sont favorables pour l'ensemble des enfants, pour favoriser leur développement. Fait que pour le moment, c'est ce qui occupe mon temps. Super. Merci beaucoup. C'était un beau résumé, vraiment. Vous êtes allé super en détail. Là. Moi, vous m'avez fait penser à quelque chose. Là. Vous donnez les deux des interventions de groupe des fois et vous faites aussi des suivis en individuel. Est-ce qu'il y a une façon de faire des interventions que vous avez un petit coup de cœur pour ou vous aimez vraiment les deux de façon égale? Bonne question. Est-ce que j'aime les deux de façon égale? C'est difficile de quantifier mon amour par rapport aux interventions. Mais j'aimais beaucoup en milieu scolaire les interventions de groupe. J'y crois encore vraiment beaucoup. Je crois en donner les chances à tout le monde, mettre en place des pratiques puis modéliser des choses pour que tout le monde en bénéficie. Puis ça, c'est comme un petit truc peut-être
pour moi, j'aimerais mettre de l'avant éventuellement plus dans la promotion puis la prévention de la santé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là, qui est peut-être une place qu'on pourrait prendre de façon plus prédominante éventuellement. Par contre, je pense que des fois, dans les interventions en grand groupe, en tout cas peut-être tu dirais Natacha là, par rapport à ton expérience, on voit peut-être moins tout de suite d'emblée les résultats précis sur une petite habileté très précise, comparativement peut-être en suivi individuel ou une intervention des fois peut-être plus souvent plus ciblée sur un objectif plus précis. Fait que j'aime les deux. Ouais, à part égale peut-être. Moi je pense que j'aime la variété. Donc je pense pas que j'aime plus un ou plus l'autre. Je pense que c'est vrai là, qu'au niveau de l'efficacité, il faut se questionner comme il faut quand on fait du groupe pour être sûr que ça mène à quelque chose, autant au niveau de la fréquence que la reprise par les autres intervenants pour qui on fait de la modélisation ou avec qui on fait de l'accompagnement. Donc, comment on fait pour que ce soit repris, que ce soit efficace, que ce soit... c'est tout un défi, puis mais c'est aussi très intéressant. Puis je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi qu'en groupe, souvent, on travaille pas toute seule. Souvent, on est plus qu'un intervenant. Des fois, 2 ergos, des fois, un ergo, un orthophoniste, des fois, un ergo, un éducateur spécialisé, des fois... Puis moi, dans ma pratique, je pense que cette collaboration a toujours été très intéressante. Je pense que c'est amusant, c'est divertissant, c'est enrichissant, Donc ça, c'est intéressant, je pense. Puis, par rapport à l'intervention de groupe, ça dépend qu'est-ce qu'on a à travailler. Si, par exemple, on travaille du développement de l'écriture manuelle, mais c'est sûr qu'en individuel, on a un effet beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapidement, puis avec, une intervention beaucoup plus personnalisée. Donc, je pense, ça peut dépendre, là, mais je pense plus efficace. Par contre, si on travaille, par exemple, moi, je travaille les habiletés sociales, puis le développement des interactions avec les enfants, entre les enfants, petit, je vais faire de la diade parent-enfant. Je fais beaucoup d'approches où je vais entraîner les parents ou coacher les parents, travailler à la clinique, mais aussi à domicile. Quand ils sont petits, là, on va travailler avec la diade par enfant. Mais après ça, on va faire des diades de 2 enfants, puis jusqu'à des petits groupes de 4 enfants. Puis, ça, moi, je trouve ça vraiment chouette. Tu sais, on le voit vraiment, le développement, il est vraiment, ça se passe bien, puis ça généralise, puis les parents vont dire, hey, pour la première fois, là, il est allé au dépanneur, puis il a demandé, pour la première fois, il me dit, non, c'est moi qui le demande, puis tout ça. Puis c'est pas quelque chose qu'on a entraîné dans la vie quotidienne nécessairement. Fait que de voir la généralisation, de voir, fait que c'est sûr que de voir que ça progresse, puis que le sourire des enfants et des parents de satisfaction, c'est toujours très agréable. Puis on dirait qu'en groupe, c'est encore plus présent, je dirais. Fait que les deux, je pense, ça dépend. Vous avez fait ressortir la diversité des choses qu'on peut faire avec les jeunes. Là, on a parlé d'écriture manuelle, d'entraînement des habiletés sociales, en milieu de garde, dépistage un peu de quels enfants ont des difficultés. Puis ça m'amène à la question... c'est quoi la spécificité de l'ergothérapie auprès des enfants? Puis si on prend par exemple le milieu scolaire, où Natacha, tu as dit vous faisiez des fois de la modélisation pour les enseignants, bien c'est quoi que l'ergothérapeute a de plus à apporter qui peut être ensuite utilisé par l'enseignant? Parce que j'ai l'impression que l'enseignant va faire beaucoup de choses avec les enfants, c'est son groupe à elle ou l'éducateur. Donc qu'est-ce que l'ergo va apporter de plus dans ce contexte-là? C'est une grande question. Je peux peut-être commencer puis tu me compléteras, Natacha. Je pense que une de nos spécificités, en tout cas de ce que moi je sentais en milieu scolaire, on a une vision très globale de l'ensemble là, de l'occupation scolaire, disons. Fait qu'on est moins focus peut-être juste sur la tâche d'apprendre, peu importe les mathématiques. Je pense qu'on a dans notre formation puis dans notre rôle d'ergo une vision où bien sûr on regarde la personne, on regarde l'environnement, on regarde l'occupation, puis c'est pas juste un modèle théorique, ça, c'est vraiment comme ça qu'on fait. Puis je pense que ça, c'est une de nos spécificités, d'être capable de prendre en considération tout ça, puis de les relier, puis voir à quel point chacune de ces sphères-là a un impact
sur le fonctionnement, l'autonomie, le rendement, l'engagement. Fait qu'autant en milieu scolaire que dans d'autres milieux, je pense que ça, c'est comme un des plus, là. Je sais pas si vous donnez un détail plus pertinent, spécifique en milieu scolaire. Ben, je pense qu'en milieu scolaire, il y a tout l'aspect qu'on est le seul professionnel qui connaît vraiment le développement sensorimoteur, entre autres, cognitivo-moteur, même cognitif. Il y a pas des psychologues qui sont pas sur le terrain du tout, là. On va référer puis ils vont faire de l'évaluation, mais on est comme un seul professionnel formé avec la vision de développement neurodéveloppemental de l'équipe. L'orthophoniste a aussi ça, mais moins général. Vraiment dans le langage, tout à fait, mais souvent l'orthophoniste va dire « Ah, viens voir, me semble qu'il y a quelque chose au niveau moteur, me semble qu'il y a quelque chose au niveau... » Fait que nous, au niveau de l'organisation, au niveau de... Puis, tu sais, dans une école, c'est vrai qu'il y a les apprentissages académiques, mais outre les apprentissages académiques, il y a toute la vie scolaire. Organiser ton matériel, faire des transitions... la mobilité dans l'école, les récrits, l'organisation de ton casier, puis... Tu sais, pour vrai, quand est-ce que les enfants se désorganisent? C'est souvent dans ces périodes-là. C'est pas tant une fois qu'ils sont engagés, ça marche, là, ils le font, ou quand ils ont des gros troubles d'apprentissage, peut-être pas, là, mais... Fait que souvent, on a un œil plus global sur ces activités de la vie courante, là, de scolaire. Puis je le sais que pour les étudiants en ergo, ça paraît, ben voyons, c'est du gros bon sens. On pense ça jusqu'à temps qu'on travaille sur le terrain. Moi, je pense que ça a pris 2 ans que je sois ergo avant de savoir que, OK, je suis vraiment ergo puis c'est vraiment quelque chose. Au début, je me disais, voyons, n'importe qui fait ça, là, c'est du gros bon sens. Mais on se rend compte qu'on est le seul professionnel à regarder ça comme ça. Puis notre force, c'est pas les tests, c'est pas les évaluations. Et on le fait, on en fait de l'évaluation standardisée. Mais si je regarde en milieu scolaire, elles nous servent peu, nos évaluations standardisées. Ce qui va nous servir, c'est l'œil. C'est regarder comment ça se passe, c'est voir les différents détails en interaction. Puis nous, on est des spécialistes de l'interaction des différents facteurs. On dirait que tout le monde fait ça, mais finalement, ils font pas tant que ça, autant que nous. Puis on apporte plein de concrets aussi. Ça, on dit, ben là, on pourrait faire ça comme ça, on pourrait arranger ça comme ça, on est aussi des spécialistes à penser à des systèmes. On est vraiment... ça nous vient tout seul. Au début, moi, je pensais, ben n'importe qui, ma mère, elle pourrait être ergo, franchement. Elle fait très bien ça. Mais avec le temps, je me rends compte que, ben ça en prend un professionnel qui fait ça. Même si c'est vrai que des fois, on dirait que c'est du gros bon sens puis ça prend pas grand-chose, ben ça en prend un qui fait ça. Puis nous, on fait ça. Fait que moi, je pense que souvent, on est très pratique. On dirait, on demande à l'ergo, elle doit avoir une idée. C'est vrai. Ouais, je suis d'accord avec qu'est-ce que tu dis, Natacha, puis j'ai souvent eu cette réflexion-là mettons, je propose quelque chose de très pratique, qui est du gros bon sens pour moi, mais en fait, qui venait d'une analyse plus, puis d'une vision ergo, puis souvent, je me sentais quasiment pas gênée de proposer ça, mais comme, bon, il me semble, elle doit le savoir, mais non, en fait, c'est que je pense que notre analyse puis notre vision est tellement ancrée, puis qu'on arrive justement, si on trouve que ce qu'on propose est comme simple et pratique, ben souvent, c'est les choses qui vont accrocher le plus, puis qui vont être le plus mis, implémenté pour vrai. Fait quoi, je me reconnais beaucoup dans ce que Natacha dit en milieu scolaire. C'est la même chose en milieu de la petite enfance aussi, avec, ben il me semble que pas dans le sens que on connaît plus d'affaires ou quoi, mais j'avais l'impression que c'était simple ou que cette compréhension-là venait par soi-même, mais non, en fait, ça vient de notre formation puis de nos atouts comme ergo. Puis à chaque fois qu'on voit un enfant agir, tout de suite, notre cerveau fait « OK, comment il tient ses affaires, comment il est assis, comment il placer le matériel, si tu haut, si tu bas, il y en a combien? » Ça part tout seul. Puis là, des fois, on parle avec l'enseignant puis on dit « Ben là, regarde, tu vois, quand il tient son crayon, par exemple, puis que... » « Ah, ça, j'ai pas vu ça, moi, j'ai pas vu ça. » OK, mais pour nous, c'est vraiment, vraiment de l'observation, de l'interaction des différents facteurs simultanément en milieu réel. Puis l'autre chose, je dirais, qui est être 2 dans une classe, ben parfois l'enseignante, elle enseigne, elle n'a pas le temps de regarder ça. Fait que parfois, on va échanger, puis on va dire que ben, je vais prendre le groupe, regarde ça, après ça, prends le groupe, moi, je vais faire ça, puis fait que ça leur permet aussi de voir les choses autrement, puis juste de voir, des fois.
Parce qu'ils n'ont pas le temps, ils enseignent, puis leur préoccupation n'est pas dans regarder comment il fait, elle est dans faut que je transmette de l'information. Fait que je pense que ça, il n'y a pas que nous qui va faire ça, mais on fait ça facilement. Puis on va prendre le groupe facilement. Puis ça fait comme partie de nos affaires, là, d'échanger. Puis tu sais, on est habitué d'analyser, puis on n'a pas une formation juste en pédiatrie. Fait que quand on regarde l'enseignante enseigner, mais on regarde aussi, elle, comment est-ce qu'elle est organisée, puis puis la gestion de son temps, puis la gestion de son environnement, fait que ça devient qu'on comprend le milieu assez, en analysant plein d'affaires. Puis c'est ça qu'on pense au début que tout le monde fait, puis que finalement, ben non, tout le monde fait pas ça. C'est de l'ergothérapie, finalement. J'ai une petite question par rapport à travailler en pédiatrie. Est-ce que des fois, vous faites pas prendre au sérieux parce que y a du monde qui pense que vous faites juste jouer avec les enfants ou d'autres professionnels ou les enfants même sont excités parce qu'ils s'en vont jouer en ergothérapie, ils s'en vont pas faire, tu sais, une intervention plus je pense à mettons une infirmière qui ferait des vaccins, tu sais, qui c'est pas aussi comme médical, mais c'est ça, est-ce que des fois ça vous arrive de pas vous faire prendre au sérieux? Ben, personnellement, pas me faire prendre au sérieux par un enfant, pour moi, c'est comme quasiment une bonne nouvelle, dans le sens que, tu sais, je veux qu'il me respecte, bien sûr, là, mais s'il est super content de venir avec moi puis de jouer, pour moi, c'est comme mission accomplie. Fait que pour moi, ça, c'est comme une bonne nouvelle parce que, notre façon de faire, notre vision est pas, justement, dans, l'acte purement médical. Elle passe beaucoup par le jeu, elle passe beaucoup par le plaisir, puis fait que si l'enfant est comme super content puis il veut venir me voir puis il pense qu'il vient juste jouer, pour moi c'est un plus. Fait que dans cette perspective-là, oui, c'est parfait. Personnellement, puis là, je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres ergos qui ont eu des expériences par rapport à ça, j'ai jamais senti ça, de prendre mon rôle pas au sérieux. J'ai pas vécu ça, moi, particulièrement dans ma carrière. Je sais pas, Natacha, si toi t'as déjà senti ça. Moi non plus. Moi, j'ai pas l'impression, peut-être que dans d'autres sortes de milieux, moi, j'ai jamais travaillé en milieu hospitalier, jamais. Alors, peut-être que là, il y aurait quelque chose comme ça. Mais encore, l'engagement, que l'enfant a envie d'y aller, c'est beaucoup, même un enfant hospitalisé qui a envie d'aller voir un professionnel, c'est positif, là, c'est pas, puis qu'il a pas mal, puis qu'il rit, puis fait que ça fait partie de, je pense que nous, on le fait tout le temps, mais que les autres professionnels essayent aussi de faire ça le plus qu'ils peuvent. Les orthophonistes, là, je veux dire, il faut que ça soit le fun, là, sinon l'enfant, il va pas répéter des mots pour répéter des mots platement, ou il va placer sa bouche pour faire je sais pas quoi, en termes de prononciation, ou des fois, nous aussi, on fait des exercices quand même. Nous aussi, des fois, on travaille, mettons, le renforcement fait qu'on va passer par des jeux, mais on est convaincus, et les gens qui vont voir les enfants s'engager vont être convaincus aussi que les enfants, ils s'engagent et ils répètent, puis ils se forcent plus quand il y a du plaisir. Fait que de toute façon, si tu veux que l'enfant embarque puis qu'il fasse, si tu lui dis compte jusqu'à 10 puis tire ça puis pousse ça jusqu'à 10, ben peut-être qu'il va le faire. Mais en jouant, peut-être qu'il va le faire 50 fois sans même trop s'en rendre compte. Fait que c'est tout l'art de je perds pas de vue, je joue pas en perdant de vue, c'est quoi mes objectifs. J'ai toujours en tête que cet enfant-là, supposons on veut renforcer le contrôle du tronc, ben j'ai toujours en tête que les jeux que je propose puis les défis puis ce qu'on appelle le défi juste, ben c'est pas trop dur parce que sinon il va débarquer. Mais c'est assez difficile pour qu'il se challenge lui-même sans le savoir. Hein? Il est proche de le réussir. Fait qu'il sait que s'il se force un peu, pas il sait cognitivement, il le sent. Fait que je te convainc que t'es capable, je te mets dans un état où tu sais que t'es capable. Fait que ça, c'est toujours ça qu'on essaie d'ajuster en thérapie, quand on fait de la thérapie, parce qu'on fait pas juste de la thérapie, mais quand on fait de la thérapie. Fait que je pense aussi que les parents, ils aiment ça venir en ergo. Puis aller avec ton enfant quelque part où ton enfant est content d'aller, là, hey, ça fait du bien, versus aller quelque part où ton enfant pleure, là. Tu sais, des fois, dans d'autres, ça dépend des autres services, mais des fois, dans d'autres professions, là, ça pleure, là. Mm-hmm. Je veux dire, c'est pas le fun. Moi, je voudrais pas travailler avec des enfants qui pleurent à longueur de journée. J'aimerais pas ça, là. Je trouverais que, bon, non, c'est pas ça que je veux, là. Si tu pleures, c'est soit que c'est pas le fun ou ça fait mal. Mais moi, c'est sûr que c'est essentiel pour des soins médicaux. Mais pour de la réadaptation, moi, je pense que ça fait partie des choses de pourquoi j'ai choisi l'ergo. Parce que je trouvais que ça avait l'air de, je
j'avais toute une idée de ce que c'était, là. J'avais sur le corps, qu'est-ce que c'est vraiment, là. Mais en tout cas, ça avait l'air le fun. Ben, ça, c'était intéressant parce que de mon côté, une des choses qui m'a convaincue à venir en ergo, c'est de réaliser que même si ça semble être seulement du jeu, il y a un raisonnement derrière. Parce que dans mon entourage, il y avait une ergothérapeute qui travaillait en pédiatrie. Puis, ce qu'elle me disait, c'est que sa job, c'est de jouer. Et moi, ça m'attirait pas du tout. Moi, je suis quand même intello, tu sais, je veux comprendre les affaires. Mais une fois que j'ai compris tout le raisonnement qu'il y a derrière, justement, le questionnement par rapport à c'est quoi nos objectifs, comment on va les atteindre, puis comment ajuster le défi d'une manière dynamique en tout temps alors qu'on est avec l'enfant, c'est ça un peu qui m'a convaincue que j'allais être stimulée, puis j'allais trouver ça intéressant d'aller en ergothérapie. Fait. C'est une discussion intéressante. Ouais, puis je suis complètement d'accord avec ce que Natacha disait, puis pour revenir à ta question, tu sais, est-ce que des fois, mettons, des parents qui te regardent faire la thérapie pourraient dire, ah, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous avez l'air juste de jouer. Je pense qu'il y a un rôle dans notre approche avec la famille, avec et les autres partenaires là, qu'on a si c'est pas la famille, d'expliquer notre rôle, d'expliquer notre vision, d'expliquer qu'est-ce qu'on fait. Puis du moment que ça, c'est sur la table, habituellement, en tout cas, pour ma part, dans mon expérience, tout le monde comprend très bien, puis au contraire, les gens sont contents que ça se passe dans le plaisir. Ça l'enlève pas la rigueur là, de l'analyse puis des interventions, mais je pense que tout ça doit se faire à un certain niveau dans le plaisir. Là. Puis tu sais, on reste que nos objectifs, pour certains enfants, l'objectif c'est de développer le jeu pour le jeu. Pour certains enfants, c'est ça qu'on veut. On veut qu'ils soient capables dans leur vie courante, d'aller vers les autres, de jouer à une grande diversité de jeux, parce qu'à travers le jeu, mais là, ils vont développer tout plein d'autres habiletés, fait qu'ils auront comme plus c'est pas clair qu'ils auront plus besoin d'intervention, mais en tout cas, ça va se multiplier tout seul, alors que s'ils restent à l'écart, puis qu'ils jouent pas avec les autres, ben pas juste au niveau des habiletés sociales, au niveau moteur aussi, au niveau d'être capable de résoudre des problèmes, au niveau de faire des habiletés où est-ce que tu as à construire je pense à, mettons, construire ensemble des structures, ben ça va t'aider éventuellement pour tout ce qui est visuospatial dans la vie, là. Fait que quand tu joues pas, ou que tu es résistant, ou que tu joues moins, ou que t'interagis moins, ben t'as moins d'opportunités de développement. Fait que des fois, on veut le jeu pour que le cercle vertueux de la vie se remette en place, là, si on veut. Fait que des fois, c'est vrai que c'est ça l'objectif pur. Mais des fois, l'objectif, il est carrément les a vécus, là. Des fois, c'est les activités de la vie courante. Là, ça veut dire, des fois, c'est être capable de monter l'escalier, c'est être capable de t'essuyer toute seule à la toilette, manger avec ta cuillère, avaler, diversifier ton alimentation. Fait que l'objectif, je reviens, ça a l'air pas connecté, là, mais au départ, avec les parents, on a une espèce de contrat, une espèce d'engagement où on se met d'accord avec les parents. C'est ça qui est la priorité, c'est ça qu'on va travailler. Et je sais pas, on va s'en parler toutes les semaines parce que c'est ça la priorité. Ça va être des jeux, mais ça va être autour de ces objectifs-là et la visée. Puis on va pas choisir n'importe quelle activité, on va choisir des activités puis des jeux qu'on sait qui va améliorer cette affaire-là qui est dans notre plan, notre contrat avec le parent. Fait que si par exemple, il faut qu'un enfant attache soit plus d'autonomie à l'habillage, par exemple, ben c'est ça notre objectif, c'est ça qu'on va travailler qu'on va viser avec les parents, mais ça se peut qu'en thérapie, on fasse des costumes, puis qu'on fasse se déguiser, puis on va mettre différents pantalons, on va les trier du plus petit au plus grand, puis on va jouer avec ça, puis on les embarque, puis on les débarque, puis on les met, on rit, puis là, les enfants vont dire, on peut-tu les mettre les deux un par-dessus l'autre? Ben, pourquoi pas? Sur le coup, ça peut avoir de l'air, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais ça, c'est vraiment beaucoup d'habiletés qui se transfèrent à aller mettre tes vrais pantalons. Fait que c'est vrai qu'on joue, mais derrière, bon, des fois, c'est le jeu pour le jeu, mais souvent, c'est un objectif fonctionnel, là, notre objectif. Puis c'est notre profession, c'est l'objectif fonctionnel. Fait que c'est sûr que de ce côté-là, les parents sont contents qu'il y a du fun à travailler quelque chose qui est plate habituellement. Moi, je trouve peut-être que historiquement, on a eu ce genre de commentaires, mais moi, j'ai jamais vu ça, au contraire. Puis souvent, là, on va avec les profs ils disent « Oh mon Dieu, j'ai raté le coup, j'aimerais tellement être ergo. » Il y a tellement de profs qui nous disent ça, en milieu de garde aussi. Oui. Juste, qu'est-ce que ça prend pour devenir ergo? Oui. Souvent, on se fait demander ça, puis ils disent « ça prend les sciences. » Oh non. Ouais. J'aimerais ça qu'on démystifie quelques mythes. En groupe d'étudiants, on a sorti quelques idées préconçues
que certaines personnes peuvent avoir négatives par rapport à la pédiatrie, puis j'aimerais ça qu'on en discute avec vous. Parfait. Le premier que j'aimerais qu'on voie, c'est que il y a la conception que c'est plus difficile de travailler avec les enfants parce que lorsqu'on travaille en pédiatrie, il faut comprendre toutes les notions théoriques liées au développement de l'enfant. Puis une fois que tu travailles avec des adultes, il y a moins ces balises théoriques, ces jalons développementaux, comme on dit, qu'il faut apprendre et comprendre par cœur. Le développement, on s'en passera pas, là. Ça, c'est clair. Je pense que c'est une des beautés aussi de travailler en pédiatrie, c'est que c'est tout le temps changeant, puis ça évolue. Puis pour moi, je vois pas ça comme quelque chose de négatif. Est-ce que c'est plus, là, je peux pas vraiment me positionner, est-ce que c'est plus difficile que de quand on est en clientèle plus adulte, parce que j'ai jamais vraiment vécu. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on se doit de connaître, on se doit de savoir, parce que ça fait partie de notre quotidien. Mais est-ce que c'est plus, ton mythe, c'est quoi? C'est que c'est plus difficile? C'est plus difficile. Je pense que chaque clientèle a son lot de difficultés, de défis, etc. Puis je pense que quand on choisit une clientèle avec laquelle on est à l'aise puis qu'on aime, ben on y va avec ces défis-là, puis ils correspondent peut-être à nos goûts, nos envies puis nos forces. Moi, je vois plutôt ça comme pas tant un défi, un challenge supplémentaire, mais plus comme une motivation dans le quotidien, justement que c'est changeant puis qu'il y a une opportunité de faire grandir, tu sais, là-dedans. Moi, je suis d'accord avec toi, mais je dirais aussi que peut-être que ça je sais pas d'où vient ce mythe-là. Peut-être des cours théoriques. Ouais, c'est ça. Ça, j'allais dire. Moi, je pense que ça, c'est une affaire d'université, oui. C'est une affaire d'école. Parce que dans la vraie vie, là, pour vrai, moi, je travaille beaucoup avec des 4-5 ans, là. Fait que je le sais par cœur, c'est vrai. Mais demande-moi pas, si je le sais, là, à quel âge la tête est à 60 degrés, 90 degrés, les mains sont-tu, je le sais pas. Je sais pas ça par cœur. Puis dans la vraie vie, mettons quelqu'un qui fait beaucoup d'âge, puis qui fait multiclientèle, mettons que tu travailles en région, puis tu fais multiclientèle, ben les livres sont là pour ça, là, les grilles sont là pour ça, je sais pas ça par cœur, là. Fait que c'est pas vrai que on sait ça par cœur quand on avec certaines clientèles, oui, là, mais des fois on révise, des fois on regarde, puis ah oui, ça, puis le fait qu'on voit des enfants, on va les voir à l'école, on va les voir dans leur milieu, tout ça, ben, je veux dire, il est à côté des enfants qui ont un développement plus typique, fait que ça te le rappelle, fait que c'est correct de les apprendre, mais c'est surtout les principes qu'il faut comprendre, mais on sait pas par cœur. Moi, je pense que ça vient de qu'on vous oblige à faire ça à l'université. Oui. Parce qu'après, sur le terrain... Sur le terrain, je veux dire, c'est toujours écrit, tu sais, c'est plus comme dans l'image ou exactement l'idée du développement, puis des fois des trucs très pointilleux, tu sais, honnêtement, moi non plus, là, je me rappelle pas de tout, puis effectivement, quand t'es comme avec une clientèle plus précise, à un moment donné, ça devient comme un automatisme, puis une fois qu'on change de clientèle, ben, puis il y a un petit moment où c'est moins confortable puis t'as plus besoin de tes références, mais je pense que l'idée aussi, en tout cas tu me corrigeras, Natacha, mais ce qu'on essaie d'inclure dans le parcours académique, c'est où aller chercher, où se référer, comment analyser ça, tu sais, c'est les réflexes qu'on a dans la vraie vie, puis c'est impossible de tout le temps se rappeler de tout ça, tout le temps, dans tous les cas. Mais effectivement, c'est peut-être plus une exigence académique par laquelle on est passé, mais qu'après ça, je pense que c'est essentiel de le voir parce qu'on peut pas non plus passer à côté. Mais qu'une fois sur le terrain, ça se matérialise peut-être un peu différemment. Là. Puis je pense aussi que quand tu es à l'université, tu traites beaucoup de nouvelles choses en même temps. Oui. Alors que là, mettons, moi, je pense à ça, là, si tu me demandes à quel âge un enfant alterne les pieds dans l'escalier, là, ben là, aujourd'hui, là, je le sais pas. OK? Alors que, tu sais, l'escalier, j'en ai fait en masse, là, puis je vais en faire encore. Mais le jour où je vais voir un enfant, moi, je sais que c'est quelque part dans le 2-3, là. Quelque part, peut-être, bon, ça va pas trop bien 4, mais après ça, non, là. Après ça, il va alterner. Je sais, c'est à peu près où. Je me dis pas, c'est à 12 mois qu'il faut qu'il y ait, tu sais, j'ai comme c'est comme une idée que ça devrait être à peu près là. Puis, je vais regarder mes grilles. Bon, là, il y a 18 mois ou 2 ans et demi, ben là, puis après,
il est pas capable ou il est capable, c'est la séquence, c'est qu'est-ce qui vient après, c'est comment je vais améliorer ça que j'ai dans la tête. Parce qu'après, quel âge que c'est censé faire ça, puis on sait pas ça, là, on sait pas ça par cœur. Fait que c'est vraiment, je pense, à une lourdeur de la formation. Puis parce qu'on vous demande à apprendre les schèmes en même temps que t'as pas tout à fait fini d'apprendre le développement, il faut que tu colles ça ensemble, puis fait que c'est peut-être ça qui fait ça. Voilà ce qui conclut la première partie de notre discussion au sujet de l'ergothérapie en pédiatrie. Ne manquez pas la prochaine partie qui abordera plusieurs histoires de cas marquants de nos invités.